La perversion narcissique, les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que, à mon avis. Donc j'ai fait une conférence à Montpellier et je vous en avais déjà donné quelques extraits. Je vous propose maintenant d'écouter la suite de cette conférence. Vous allez voir, enfin je viens de la réécouter, je trouve ça assez passionnant. On se retrouve tout de suite après, je vous dirai 2 mots après la conférence. À tout de suite. Elle est aussi victime. Oui. Et se positionne aussi comme... Elle est victime d'elle-même. Ouais. Mais un mécanisme de défense, c'est vrai que je parle vite, excusez-moi. Un mécanisme de défense, c'est quelque chose que je mets en place pour me défendre de ce qui viendrait de mon intérieur. Hein. Ouais. Par exemple, si j'ai envie de casser la figure de mon partenaire parce que je la supporte plus, mes valeurs morales ne me permettent pas de passer à l'acte, je peux utiliser un mécanisme de défense qu'on va appeler une substitution d'objets, et puis je vais m'en prendre aux assiettes plutôt qu'à ma compagne. Oui, je les casse. Voilà. Ça, le mécanisme de défense employé à ce moment-là, c'est la substitution d'objets, que ce soit de sa faute à elle ou pas. C'est pas d'elle que je me défends, c'est de ma pulsion à moi. Donc, la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques se défend de choses qu'il a à l'intérieur de lui-même. Ce ne seraient pas des mécanismes qui se seraient mis en place à l'enfance parce que c'est une Bien sûr. situation trop traumatique, justement. Oui. Et donc, Oui. Oui. Donc, ce qui ne se défend pas vraiment de lui-même, à un moment donné, dans sa prime enfance, il s'est défendu d'une agression extérieure. Bien sûr. Ouais, d'accord. Oui. C'est dehors et le dedans, à un moment donné, ça se confond. Hein. Si vous regardez bien, surtout quand on est petit, quoi. Qui c'est la loi? C'est mes parents. Alors qu'adulte, qui c'est la loi? Quand même, c'est moi. Moi, je suis quand même normalement capable, je connais la loi. Hein, si on me dit « tu ne tueras point », même on n'a pas besoin de me le dire, de toute façon, je ne tuerai pas. Si j'arrive au feu en voiture et que le feu passe au rouge, de toute façon, je m'arrête, qu'il y ait des policiers ou qu'il n'y ait pas de policiers. Mais quand on est petit, si vous installez un buffet et que vous dites à un enfant « n'y touchez pas », et puis vous sortez de la pièce, le gosse, ne va pas durer longtemps, hein, avant qu'il passe à l'acte. Et c'est normal. Freud avait une phrase, il disait « l'enfant est un pervers polymorphe ». C'est-à-dire qu'il a toutes les perversions en lui. Hein, s'il a envie de cracher, s'il a envie de mordre, s'il a envie de... Vous voyez ? Et puis petit à petit, l'éducation fait qu'on va intégrer et introjecter les valeurs morales qui nous empêchent... Justement, est-ce qu'on ne peut pas en déduire qu'à un moment, il y a eu un défaut d'éducation des Bien parents, sûr. dans le sens où ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû à un moment crucial, on va dire. Oui. Je pense à un monsieur, mon ami vient de quitter, alors j'en suis tout à fait ravie, mais il a toujours été le plus beau, le plus intelligent de sa mère. J'ai pas très bien compris quelle avait été la fonction du père là-dedans, si ce n'est qu'il y avait une relation, et sa mère que je connais bien, il n'arrête pas de dire à 60 ans, mais regardez comme il est beau et intelligent. Et personne ne le comprend. Oui. Oui, parce que souvent on trouve les problèmes soit par excès, soit par défaut. Je veux dire que si votre gamin de 3 ans fait un dessin, vous pouvez dire « Ah, ton dessin est intéressant, dis-moi ». Ça peut être l'occasion de discuter avec lui et d'entamer le dialogue, d'être intéressé par le fait qu'il a dessiné quelque chose. Mais si, quand il vous présente le dessin, vous dites « Waouh, mais c'est magnifique, on devrait le mettre dans un musée, mais c'est vraiment le plus grand ». Puis alors on le colle sur... ça existe, hein. On le colle sur le frigo, et puis à chaque fois que quelqu'un entre à la maison, « Venez voir ce qu'a dessiné ». Non, c'est un gribouillis, madame. C'est un gribouillis. C'est normal, il est petit. Vous voyez ? Mais le gosse, quelque part, il est tout-puissant. C'est super intéressant, la notion de fantasme de toute-puissance et de réelle toute-puissance. Le petit enfant est réellement tout-puissant dans le discours de son parent. Mais quand il arrive à l'école, quand il rentre dans la cour de l'école et qu'il dit « moi je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent », il prend une claque. Il y a quand même 2 vérités, quoi. Il y a la vérité dite par maman, en l'occurrence, et la réalité. Et on voit bien qu'on commence, à partir de là, à abriter 2 réalités différentes. Et on l'entend, la schizophrénie qui commence à se... Je suis tout puissant dans le discours de maman, et impuissant dans la cour de l'école. Elle est où la vérité ? Alors après, s'il glisse en schizophrénie, il va élaborer des fantasmes, il va dire, moi, qu'est-ce que j'ai entendu récemment ? Je suis le fils de Dieu. Une dame me disait, j'ai envie de quitter mon copain parce qu'il dit qu'il est le fils de Dieu. Il y a des signes quand même, hein. C'était sérieux. Hein. Il y a un signe. On voit bien qu'on est dans le champ de la schizophrénie, quoi. Elle le trouvait pervers, oui. Ça va ensemble. Et ça peut être à l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais été valorisé ou on ne s'est pas intéressé de lui et il s'est créé
une image idéalisée de lui-même. De toute façon, pour sortir des problématiques narcissiques, la nécessité est de se désidéaliser soi-même. Mais pour se désidéaliser soi-même, il faut avoir désidéalisé ses parents. Et souvent, quand je dis ça, les personnes me disent « Oh, ben moi, j'ai pas de problème parce que mes parents étaient vraiment nuls. » Ben, justement, parce qu'ils étaient nuls, vous les avez d'autant plus, à un moment ou à un autre, idéalisés. Ne serait-ce qu'en disant « Ah, si mon parent avait été autrement, ça aurait été différent. » Là, déjà, il y a une idéalisation, parce qu'on a fabriqué un parent sur lequel on peut s'appuyer. Non, mon parent, il s'est trompé, quoi. Il a commis des erreurs, mais à peu près comme moi, je commets des erreurs et que je me trompe facilement. Oui. Et quand on s'est désidéalisé, si on rencontre quelqu'un qui vous dit bah, « t'es nul », ouais, si tu veux, ouais, c'est pas grave. Hein. T'as qu'à passer ton chemin. Mais je veux dire, la relation perverse, elle n'est pas... Par contre, si j'attends de l'autre qui sans cesse, il me valide, c'est là où je vais créer la fameuse faille dont je parlais tout à l'heure, à l'intérieur de laquelle votre pervers il va se régaler de s'engouffrer. Ouais. Oui, et donc c'est là qu'on voit bien effectivement donc, le truc en miroir, parce qu'en fait le pervers narcissique de son côté, il a aussi extrêmement besoin d'une validation extérieure. Donc. Oui, et il est persuadé qu'il ne vaut rien. Oui, voilà, au fond, Ouais. oui, voilà. En même temps, il va dire « je suis le meilleur, le plus beau, le plus intelligent », et en même temps, à l'intérieur de lui, ça chante le contraire. Donc, effectivement, il a besoin de sans cesse pouvoir vérifier qu'il est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que ça ne peut pas être normalement quelqu'un qui passe à l'acte. C'est forcément quelqu'un qui est tout le temps en séduction et qui va aller dévaloriser un de ses enfants. Vous avez des parents qui sont adorables avec tous leurs enfants, sauf un. Et c'est celui-là qui va en prendre plein la figure. Ce qui est extrêmement toxique pour tous les enfants, hein. Y compris ceux qui ne sont pas agressés, parce qu'ils ne comprennent pas. Ben après, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire le pervers narcissique ne changera pas. Il est peu probable qu'il change parce que les mécanismes de défense pervers sont tellement confortables qu'il va s'installer là-dedans et il est peu probable qu'il change. Mais si, ah ben alors là, tiens, on va aller du côté de la compassion. J'aime beaucoup ce mot. Compassion qui veut dire souffrir avec quand même, hein, étymologiquement, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Quel est le plus beau cadeau que vous pourriez faire à votre pervers? Alors, pardon? Pourquoi? Exactement. Ouais. Parce que le noyau, c'est une dépression, donc une dépression qui l'abrite et qui tente d'exporter chez vous. Si vous disparaissez du paysage, il va se retrouver avec sa dépression. Alors, il y a deux possibilités. Soit il a prévu le coup venir, il vous a remplacé. Tant mieux pour vous. Hein. Soit il va se retrouver face à sa dépression et c'est le seul cas où éventuellement il pourrait aller consulter. Parce que je vous rappelle, vous êtes son médicament. Donc quelquefois c'est contre-productif. Quand on dit je veux l'aider, si vous voulez l'aider, allez-vous-en. Hein. Je suis désolé. Si vous restez en plus, le message quand même que vous véhiculez, c'est ça marche bien ton truc. Continue. Continue. Parce que je vais plus loin que ça, et si vous avez le fantasme de le sauver, s'il guérissait, vous ne servez plus à rien. Tout se casse la figure. Non, il ne faut pas qu'il guérisse, il ne guérira pas. Il ne guérira pas. C'est l'âme de votre relation, la maladie, la pathologie. On va pas la... Et puis de toute façon, si vous pouviez en plus le guérir, vous imaginez la dette de l'autre en face? C'est insupportable. Donc le plus beau cadeau, effectivement, je suis d'accord avec vous, que l'on puisse faire à quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, c'est de s'en aller. S'en aller. Alors, bien sûr, vous allez me dire, et si c'est quelqu'un de chez Pôle emploi ou un employeur? C'est dur, hein? Non, mais c'est super dur. On risque de perdre une formation qui permet une reconversion professionnelle. Ça peut être très très long. Oui, je suis d'accord. Non. Moi, je me permets en fait, Allez-y. j'ai une question pour revenir au début des choses. En fait, moi, j'ai souvent eu l'impression, mais je peux me tromper, que finalement, par un narcissique s'attaquer à quelqu'un de sensible, Oui. ou bien quelqu'un de trop parfait, ou vouloir bien faire, ou de trop beau, de Oui. trop gentil. Et en fait, cette histoire de sensibilité, je trouve ça un peu pénible, parce que ça veut dire qu'en fait, il faut s'endurcir, Non. au moins avoir de plus en plus d'antennes, et se dire là, attention, pas trop de remerciements, pas trop de... C'est un peu compliqué à gérer pour éviter à l'avenir un... Ça dépend qu'est-ce que vous mettez derrière le mot sensible.
Si, comme je disais tout à l'heure, on vous dit que vous êtes nul, si être sensible, c'est s'effondrer, effectivement, oui, il va falloir s'endurcir. Mais on s'endurcit comment? En se désidéalisant, quoi. Parce qu'à la fois, quand je dis que vous êtes nul, c'est vrai, mais en même temps, vous êtes vide, comme sont les étoiles et l'univers, si vous voulez. Les étoiles aussi, elles sont nulles. Hein. La notion même de valeur ne prend pas sens, quoi. Arrêtez. C'est une chance qu'on a ce soir de pouvoir discuter de ces problématiques narcissiques, parce que quand on va sortir d'ici, on sera des Bouddhas. On aura compris que vous n'avez pas de valeur. Vous ne valez rien. Je ne vaux rien. La lune ne vaut rien. Enfin, mettre une valeur dans les choses, déjà, je trouve que c'est déjà une perversion, quoi. Ouais, vous êtes nuls. On va monter une secte. On va l'appeler la secte des nuls. Donc, si vous acceptez que vous êtes nuls, vous n'avez plus rien à perdre. Ah, ça fait du bien. Hein. Donc, la sensibilité, c'est quoi? Est-ce que l'extrême sensibilité, c'est vous percevez, par exemple, les enfants qui ont été maltraités, souvent, hein, où il y a eu beaucoup de tensions dans la famille, perçoivent avant tout le monde un léger changement. Ça peut être une ride sur le visage de quelqu'un, où vous savez, et ils savent que ça va péter les plombs. Ils le savent avant tout le monde. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, on va leur dire tu as mauvais esprit. Il faut qu'ils attendent que les autres s'en aperçoivent. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Hein. Mais on comprend tout avant tout le monde. C'est une force. Mais c'est aussi un gros handicap, parce qu'on se sent un petit peu à part. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais je sais pas, moi, un thérapeute qui est hypersensible, ça peut être un super thérapeute, quoi. Mais il faut qu'il se soit désidéalisé lui-même. C'est-à-dire que si un patient pète les plombs en lui disant « Monsieur, vous êtes un gros con », ça arrive. Hein. Ben, c'est possible, ouais. Mais pourquoi me dites-vous ça? À quoi est-ce que ça vous renvoie? Et qu'est-ce qu'on met derrière le mot sensible? C'est un petit... En fait, l'idée, c'est juste pas passer pour une oie blanche non plus, pas se faire repérer rapidement, et puis ce que je voulais dire. Le maître mot, c'est désidéalisation, je vous promets. C'est le mot de la soirée. La personne, elle vous repère et elle attaque direct, en fait. Ou elle passe par le charme et le charme. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un vous a dans le nez ce type de personne, c'est presque trop tard, en fait. Ouais. L'enfant, on ne peut pas quitter, Ouais, je comprends. La famille, Ouais. Donc en fait, comment est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ce genre de choses sans non plus se dire je suis nul. Oui, je comprends. Non, mais le je suis nul, c'est quelque chose de très positif pour moi. Se désidéaliser soi-même, c'est, je sais pas, on devient souple, je sais pas comment l'expliquer. L'autre peut plus tellement nous atteindre, ou beaucoup moins. Mais oui, quand vous allez à Pôle emploi et que vous tombez sur une dame qui bloque votre dossier, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui en coller une. Enfin, moi, je suis plus du versant psychopathe que pervers. Mais on peut pas. Parce que si vous le faites, alors là, vous êtes mal. Donc, oui, il faut beaucoup de philosophie, là. En tout cas, c'est pas moi qui vous donnerai la réponse. Mais après, existe-t-il des syndicats? Est-ce qu'on peut dénoncer la personne? Non. Il faut même des réunions où ils vous disent surtout ne dénoncez pas la personne qui vous embête parce que ça ne marchera pas. C'est Pôle emploi fait ces réunions-là? Oui. Donc ils sont conscients du problème interne. Waouh. En fait, c'est de l'abus de pouvoir. Hein. Complètement. C'est de l'abus de pouvoir de la part de personnes qui n'ont aucun pouvoir d'autre que de vous faire chier. La perversion narcissique, les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que, à mon avis, à l'intérieur d'un lien fort et difficile à rompre. C'est-à-dire, si vous allez au bar tout à l'heure et vous rencontrez un pervers narcissique et vous dites « t'es nul », vous lui dites « mais bien sûr, excusez-moi, j'ai un rendez-vous, je m'en vais ». Vous ne le reverrez plus jamais. Il faut donc qu'il y ait une relation difficile à rompre. Quelles sont-elles? La relation amoureuse, la relation de travail, la relation de subordination, et entre parents et enfants. J'en vois pas d'autres. Donc, lien de subordination, lien amoureux, lien filial. Normalement, la personne qui s'est structurée comme pervers narcissique, lui, veut briller. Il veut qu'on dise de lui que c'est quelqu'un de bien. Donc, logiquement, il va plutôt être quelqu'un d'agréable avec l'ensemble, et il ne va sadiser que très peu de gens. Ça peut être son compagnon ou sa compagne, ça peut être son subalterne, ça peut être un de ses subalternes, ça peut être un de ses enfants. Donc, normalement, il n'est pas pervers narcissique avec tout le monde. Mais après, vous avez des gens qui ont très mauvais caractère, mais à ce moment-là, on va leur donner une autre éthique. Mais quand une maman est médicament d'un pervers, Oui. et comment elle fait pour s'en aller en protégeant ses enfants? Je sais pas. Prends le bus.
Je sais pas, non, c'est une question très très difficile que vous posez, mais Oui, oui. c'est presque une question juridique. Il y a des associations qui peuvent vous assister. Il y a des associations qui font ça. Quand on a fait un enfant avec des pervers narcissiques, faut-il pas rester avec lui jusqu'à ce que les enfants soient grands? Non. Alors, très bonne question. Comment est-ce qu'on enseigne à un enfant? Je vais vous raconter une petite histoire pour faire baisser un peu la tension. Je me souviens, parce que j'ai des enfants, j'ai 3 garçons. Et à une époque, je travaillais vraiment beaucoup. Et le soir, quand je rentrais, j'avais mon quart d'heure autiste. C'est-à-dire, je rentrais à la maison, je m'asseyais dans mon fauteuil, je prenais un journal et je faisais un mot fléché. Ça durait un quart d'heure. Je sais pas, c'était un sas. C'était mon côté autiste. Puis au bout d'un quart d'heure, je posais mon journal et puis je vaquais à mes occupations. Et un jour, je rentre à la maison et je prends mon journal et dans le mot fléché, dans chaque case, il y avait un petit gribouillis qui avait été fait par mon petit qui avait 2 ans. C'est-à-dire qu'il s'était assis dans le fauteuil de papa, il avait pris le journal et le crayon de papa, puis il avait fait son mot fléché. Les enfants, ils nous refont, en fait. Vous entendrez parfois des parents dire « Moi, je comprends pas, les enfants ne lisent pas. » Oui, vous lisez, vous? Non, mais moi, j'ai pas le temps, vous comprenez. Si vous voulez apprendre à lire à un enfant, enfin, lui donner le goût de la lecture, j'entends, achetez-vous un bouquin. Vous vous asseyez dans un fauteuil et vous le lisez. Puis évidemment, vous allez laisser traîner un livre de son âge à portée, mais vous ne lui dites pas de lire. C'est lui qui, au bout d'un moment, va s'asseoir dans votre fauteuil, va prendre son livre et va le lire. Donc, si vous êtes maltraité par quelqu'un et que vous restez, vous enseignez à vos enfants, quand on est maltraité, on reste. Il est là le message. Hein. Si vous voulez apprendre à vos enfants qu'on doit se respecter, commencez par vous respecter vous-même. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je suis à la bonne place. Là, hein. Moi, mes enfants sont grands, c'est fini. Hein. Quand on m'embête, j'en vois vite promener. C'est extrêmement difficile, hein. On est bien d'accord. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire au reste du monde, c'est de prendre soin de vous-même. Et on ne reste pas pour les enfants, c'est pas vrai. Ça marche pas. De toute façon, ça marche pas. Si encore ça marchait, sacrifiez-vous. Hein. Oui ? Allez-y. C'est une très bonne question. Et c'est une question très difficile. Je suis content parce que vous posez des questions très difficiles ce soir. On évite au maximum de critiquer l'autre parent. Dire ton père ou ta mère est une connasse ou il est très nul. Alors, ça peut nous être arrivé. Ça ne fait pas de nous non plus des abominations. Mais à ce moment-là, on va voir les enfants quand on est redescendu de sa colère et on dit j'ai parlé comme ça, et vraiment je regrette, je n'ai pas parlé comme ça. Ça ne se fait pas. Vous voyez ? Mais on évite de trop. Parce que les enfants sont identifiés à leur père, ils sont identifiés à leur mère. Donc insulter l'autre parent, c'est aussi toucher une part de l'enfant. Mais aussi, alors là, vous avez le droit de me dire que je suis paradoxal, parce que je l'entends en même temps que je le dis, il y a des choses qui doivent être dites. Voilà. Eh bien, je ne supporte plus la vie avec ton père ou avec ta mère. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller. J'ai le sentiment, c'est bien de commencer par je, hein. J'ai le sentiment de ne pas être respecté, et ça, je ne l'accepte pas. Ouais. Ça, vous pouvez le dire. Mais l'autre est un con, on évitera, quoi. Ben oui, mais c'est hyper courant, hein. C'est hyper courant. Donc, ouais, beaucoup commencer les phrases par je. Et puis, quelquefois, si vraiment ce qui se passe est trop aberrant, moi, je me rappelle l'avoir dit une fois dans une certaine situation, non, ce que j'entends là, c'est pas vrai, quoi. Quand il y a un mensonge, par exemple, qui circule, dire c'est pas vrai. La vérité n'est pas là. Parce que les enfants, ils ont besoin aussi qu'on dise la vérité, quoi. Donc oui, il faut parler aux enfants. J'ai tout dit son contraire, je crois, non ? Non ? Il faut parler aux enfants, mais pas plus. On ne dit pas à un enfant, ton père ou ta mère est une perverse narcissique. Il faut être vrai. Hein ? On parle de son ressenti. Non. Déjà, on ne sait même pas ce que ça veut dire vraiment. Mais on peut dire, je me sens mal dans cette situation parce que je ne me sens pas respecté. Et j'ai donc décidé de m'en aller. Et là, les enfants, ils entendent, quand on ne me respecte pas, c'est normal de partir. C'est un bel enseignement que vous donnez à vos enfants. Hein ? C'est pour ça que je suis parti du mot croisé. C'est par l'exemple. Parce que si vous restez, vous enseignez aux enfants, comme on disait tout à l'heure, on te parle mal, tu restes. Donc, et en plus, ils risquent de reproduire ça.
Et on dira, ah, c'est à cause du père qui était pervers. Ouais, c'est aussi parce que j'ai laissé faire. Hein. Oui. Et donc, vous avez fait tenir, mais la seule solution, en fait, c'est la fuite. Et quand c'est un employeur, quand c'est une collègue de travail, Oui. quand c'est un conseiller Pôle emploi, quand c'est... Oui. C'est quoi, quand Un conseiller Pôle emploi? C'est dégueulasse. Mais ça me surprend qu'à moitié. Il n'y a pas de conseiller Pôle emploi dans la... Non, il ne faut pas généraliser, faire attention. C'est une personne. Ben, ouais. Bien sûr. Ouais, moi je peux vous en raconter sur l'administration des tonnes. Même des choses qui sont en train de s'institutionnaliser. Parce que vous avez des entreprises, vous savez, si vous devez licencier du personnel, eh bien, il faut leur payer des indemnités. C'est quand même plus intéressant s'ils se suicident. Vous riez, 50 suicides chez... Hein? Ouais. 50 suicides à France Télécom, non? Ou 100 suicides, je ne me rappelle plus. Plus que ça, hein. Les chiffres sont énormes. Et ça a été reconnu par un juge, hein. Ça a été dit par un juge, c'est important. Hein. Parce que quelquefois, on passe pour complotiste quand on dit des choses pareilles. Mais vous savez, pour être considéré comme suicidé du fait de l'employeur, il faut se pendre sur son lieu de travail en produisant une lettre et en disant « je me pends du fait de mon employeur ». Mais si un soir vous n'en pouvez plus parce qu'au boulot c'est insupportable et puis que vous donnez un coup de volant et que vous rentrez contre un arbre, c'est pas un suicide. Hein. Vous savez que si vous vous suicidez et que vous êtes ranimé dans l'ambulance et que vous mourrez ensuite à l'hôpital, vous n'êtes pas mort de votre suicide. Hein. On m'avait expliqué, ouais, enfin bref. Donc quand on vous dit il y a eu 50 suicides avérés, il y en a eu 200. Il y en a eu 200. Et combien de dépressions, etc., etc. Donc c'était pour répondre à l'institutionnalisation de... Et j'ai pas répondu à votre question. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas ce qu'on fait. En fait. On prend intellectuellement, moi, la seule réponse que je puisse vous donner, c'est prenez du champ, si vous le pouvez. Recentrez-vous sur vous. Trouvez ce qui est bon pour vous. Et puis prenez un peu de hauteur. Et donc quand on a affaire à quelqu'un de pervers narcissique, il vous dit tu es nul, regardez-le et dites-lui oui, je sais, vous avez raison. C'est tellement formidable de vous en être aperçu, quoi. Et là, on rentre pas dans le jeu. Ouais. Ouais, mais il faut le croire, parce qu'en plus, vous êtes nul, quoi. Donc c'est pas... c'est magnifique d'être nul. Je l'ai dit à un patient hier, ou aujourd'hui même, je sais plus, enfin. J'ai peur d'être nul, mais je lui dis, mais vous êtes nul. Et alors, à partir de cette nullité, maintenant on fait quoi? Ça c'est bouddhiste en fait, hein. C'est pas pervers. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrive ici par exemple, que je veux vous donner une conférence, c'est dur, hein, parce que je suis vide, j'ai rien à vous dire en fait. Et à partir de cette vacuité, quelque chose va naître et émerger. Vous voyez, il y a un phénomène qui va se produire. Mais si personne pose de questions, ça m'est arrivé. C'est vite plié. Hein. Donc, il faut avoir la foi. Et là, vous parlez intellectuellement. Non, ben non, la conférence, elle est concrète. Hein. Émotionnellement, quand on est face à quelqu'un qui vous dit qu'il est nul, il y a l'émotion qui prend le dessus. Alors, il faut faire un travail en amont. Venez me voir. Et moi, vous allez venir en cabinet, en plus, vous allez payer. Et vous allez m'entendre dire, mais vous êtes nul, madame. Je vous jure que je parle comme ça à mes patients. Émotionnellement, ça va être lourd. Ah non, moi, ça les fait rire. Je ne sais pas comment je me débrouille quand je dis à quelqu'un tu es nul, il éclate de rire. On ne croit pas. Mais elle est belle cette notion de vacuité, cette notion de nullité. Oui, je suis nul, ouais. Mais à partir de rien, qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Et on peut. Comment je peux participer je sais pas, quand on veut écrire un livre, au début on n'a rien à dire, puis on a une idée, et puis on écrit une phrase, puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui vous attrape, et le livre s'écrit. Je vous jure que c'est pas une vue de l'esprit, le livre s'écrit. Et en fait, est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? J'en sais rien. Vous voyez? Mais il faut accepter de partir de je suis de rien, de zéro. Oui, vous êtes nul. Quelle chance, quoi. Quelle chance. Et est-ce qu'il y a des thérapeutes dans la salle? Ah, il n'y a pas honte. Il n'y a pas de thérapeute dans la salle, c'est dommage.
Parce qu'un thérapeute, un bon thérapeute, je pense que c'est quelqu'un qui accepte qu'il reçoit l'autre à partir de rien. Vous voyez ? Et on va observer qu'est-ce qui va se créer. Pourquoi ? Parce que si j'accepte pas ma vacuité, si j'accepte pas ma potentielle nullité, ben je vais remplir. Je vais remplir, et quand je vais recevoir un patient, je vais lui dire, attendez, regardez, moi j'ai un diplôme, j'ai un machin, je sais, et puis en fait c'est vous qui prenez le premier plan. Non, quand vous recevez un patient, vous n'êtes pas là pratiquement. Il y a l'histoire de l'autre, vous, votre inconscient, vous voyez, et c'est l'autre qui va remplir. Et c'est à partir du travail du patient qui va peut-être, éventuellement même, se passer quelque chose. Oui, c'est étonnant. Ouais. Madame, vous êtes prête à avouer, vous êtes thérapeute. Non. Je vous ai fait perdre le fil. Vous êtes nul. Les thérapeutes savent bien reconnaître un pervers narcissique. Mais quel intérêt de reconnaître un pervers narcissique ? Parce que je suis une personne. Non, mais pour un thérapeute. Moi, quand quelqu'un vient me voir, et me dit, voilà, moi j'ai un problème, je crois que j'ai affaire à un pervers narcissique, j'en suis pas sûr, il se passe ci, il se passe ça. Moi, j'entends quelqu'un qui est en train de me dire, je souffre. Hein. Et moi, la vérité, c'est pas l'autre est le pervers, c'est vous, vous souffrez. Et pourquoi est-ce que vous souffrez ? Et c'est là où je vais travailler. Je vais travailler sur l'origine de votre souffrance. Vous voyez ? Madame me dit, moi, si on me dit tu es nul, ça fait monter en moi une émotion très forte. Mais pourquoi ? Vous êtes nul de toute façon. Alors je vois pas l'intérêt d'avoir cette émotion qui monte. Acceptez. Désidéalisez-vous. Et je vais vous dire une chose très étonnante, hein, parce que j'y tiens à ce que je dis. Hein. C'est pas que des blagues. Hein. Ça vous fait rire, j'en suis heureux, mais c'est pas qu'une blague. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, abrité un fantasme de toute puissance. Voilà. J'aimerais tellement être Superman, etc., etc. Et puis un jour, on s'aperçoit que, idéalement, non, je suis pas tout puissant. Donc, Freud appelait ça la castration. C'est-à-dire, je réalise, ben non, je suis un bonhomme, quoi. Bonhomme normal. À partir du moment où je renonce à mon fantasme de toute puissance, je peux découvrir ma pleine puissance. À partir de vous êtes nul, vous pouvez découvrir que, en fait, à partir de cette nullité, vous avez une vraie puissance. Est-ce que je suis clair ? Hein ? La toute puissance, c'est je suis capable de voler dans le ciel, mais si j'accepte que non, je suis un humain, à partir de là, je vais pouvoir développer mon plein potentiel, et c'est généralement beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Vous m'auriez dit il y a 10 ans, tu vas écrire des livres et tu seras publié, j'aurais dit non. C'est pas possible. Bah si. Si, c'est possible. Mais il faut se planter pour ça, il faut accepter d'être nul parfois, puis d'avoir un éditeur qui vous dit ouais, non, ce chapitre-là on ne le mettra pas parce que vraiment vous étiez fatigué le jour où vous l'avez écrit, ou il faut le réécrire. Vous voyez ? Là on peut travailler. En fait on commence à travailler à partir de zéro. Pas à partir de je veux démontrer à tout le monde que je suis le meilleur. C'est ça que fait notre pervers narcissique. Il veut tout le temps démontrer qu'il est le meilleur. Mais non, non. C'est parce que tu n'es pas le meilleur que tu vas pouvoir faire quelque chose de superbe. Vous le voyez le mouvement, hein ? C'est intéressant, hein ? C'est passionnant. Donc est-ce que je suis capable de reconnaître un pervers narcissique ? C'est pas le plus intéressant. Est-ce que je suis capable de vous reconnaître vous, et à quel endroit est-ce que c'est difficile ? Et qu'est-ce qui fait que ça a été difficile, et où est-ce qu'on pourrait aller travailler ? Où est-ce que vous pourriez aller travailler ? Parce que moi, je bosse pas. Moi. Je suis que le témoin. Ça répond un peu à votre question ? Pas tout à fait, mais ça... Qu'est-ce qui va se passer si un thérapeute est capable de dire oui, c'est un pervers narcissique ? Bah, là, je me pose plus pas par Ça nous aide. mais c'est la personne qui vit avec. On a vu tout à l'heure que quand nous étions petits enfants, nous étions tournés vers le regard de l'autre. Papa ou maman sait ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez, tout se passe chez l'autre. Et à un moment donné, il va falloir que j'introjecte la réalité. Et la loi, à la fin, normalement, je la connais. Mais on est toujours tourné vers le regard de l'autre. Est-ce que le thérapeute est capable de dire si l'autre est pervers narcissique ? Qu'est-ce que ça change ? Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes avec cette personne, est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez pas bien ? Ouais. Et qu'est-ce que ça va changer si c'est un pervers narcissique ? Imaginez, vous rencontrez la meilleure personne du monde, absolument pas pervers, vous vous emmerdez avec lui. Vous n'êtes pas bien, je ne sais pas pourquoi, une question d'odeur, il y a quelque chose qui ne colle pas, vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous partez. Et imaginez maintenant que vous rencontriez un autre qui n'est pas quelqu'un de terrible, mais qu'est-ce que vous vous sentez bien avec ?
vous allez rester. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de vouloir toujours avoir l'avis du thérapeute, d'avoir l'avis du gouvernement, d'avoir l'avis de nos parents, d'avoir l'avis de celui qui nous regarde, fait qu'on s'est coupé de nous-mêmes. Est-ce qu'on a espoir que ça puisse changer? Ah, vous l'aimez pas. Alors moi, j'ai une réponse toute faite. Parce que depuis le temps que je fais des conférences, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Parce que moi, ceux que j'aime, je ne leur demande pas de changer. Et si je veux qu'ils changent, c'est que j'aimerais celui qui aurait changé, mais pas celui que j'ai en face de moi. Ouais. Donc comme il n'est pas guéri, vous ne l'aimez pas. Donc votre question, elle est, est-ce qu'il est sauvable ou pas? Est-ce qu'il a envie de faire une thérapie? Non, mais c'est une question. Oui. Ça change rien. La réponse, elle est dans. Ouais, voilà. La réponse, à mon avis, elle est dans vous. Moi, j'ai vu un truc incroyable cet été. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les autoroutes. C'était écrit. Pensez à vous hydrater. Donc, le gouvernement part du principe qu'il faisait chaud cet été. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait chaud. Hein. Quand il fait chaud, il se passe un phénomène étonnant, c'est qu'on a soif. Et qu'est-ce qui se passe quand on a soif? On attend de voir un panneau qui nous dit « Pensez à vous hydrater ». Non mais... Ça va, oui. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est reconnectez-vous à vous-même. Vous êtes quoi dans cette histoire? Où est votre bénéfice? Où est-ce que ça pêche? Est-ce que vous avez envie que ça continue ou que ça continue pas? Effectivement, quand les si commencent à s'imposer, oui, mais s'il était autrement, ce serait différent. Ouais. Et si on attendait du thérapeute qui nous positionne en tant que gentil? Ah, c'est super intéressant. De toutes les méchancetés. J'adore ce que vous dites. Hein. Mais c'est ça en fait. On attend. T'es absolument. J'adore ce que vous dites. C'est hyper judéo-chrétien. Vous n'êtes pas coupable. Ok? Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes infiniment responsable. Mais non. Si vous n'êtes pas responsable, je vous souhaite de l'être et de le devenir en tout cas. Vous n'êtes pas coupable. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tiré la langue à quelqu'un, vous lui avez marché sur les pieds. Si vous êtes coupable, alors je vais vous donner une solution. Parce que ça arrive qu'on soit coupable. Hein. Imaginez, je fais une marche arrière avec ma belle Ferrari, j'emboutis votre voiture, c'est ma faute. Je viens vous voir, on remplit un constat, vous allez vous faire réparer votre voiture, puis comme j'ai encore un peu honte, je vais vous offrir un beau bouquet de fleurs. Et c'est fini. Je suis plus coupable. La culpabilité. Or, quand on parle de culpabilité, c'est souvent quelque chose qui est latent, qui est tout le temps là. Je me sens coupable. Oui, d'accord, mais vous êtes coupable de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, quoi? Ce qu'on appelle culpabilité, à mon avis, c'est pas une culpabilité, c'est une angoisse d'abandon. Si je ne suis pas suffisamment bon, les gens vont pas vouloir rester avec moi. Et il faut pas le prendre à la légère, cette angoisse d'abandon, parce que quelqu'un m'a dit récemment, je me rappelle plus qui, abandon pour moi résonne avec mort. Je lui ai dit, mais je comprends très bien. Pourquoi? Parce que nous nous sommes structurés dans nos premières années de vie. Quand vous avez 2 ans, prenez un petit bonhomme de 2 ans, si vous l'abandonnez dans la rue, il est réellement en danger de mort. Et c'est là où nous avons appris à vivre. Donc, effectivement, nous sommes encore sur des valeurs de quand nous étions tout petits. Donc, il faudrait que vous arriviez à entendre aujourd'hui, si on vous abandonne, je vais vous dire un secret, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que celui qui vous a abandonné, ça aurait été dommage qu'il reste, quoi. Et dans leur relation pervers narcissique, c'est beaucoup ce qui se joue. Hein. Il va vous dire, moi je vais finir par t'abandonner. Oui. Ce serait dommage, il n'abandonne pas. Mais alors parfois c'est un jeu entre les deux, parce que les deux ont une angoisse d'abandon, et ils jouent avec, mais je crois que nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre, hein. C'est faire croire à notre compagne ou notre compagnon qu'on va l'abandonner, ou notre compagne ou notre compagnon nous fait croire. Alors on a peur, mais on aime bien avoir peur, surtout qu'après on peut vérifier qu'il est toujours là. Oui, c'est comme quand on monte dans les Super 8, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les montagnes russes, on aime bien avoir peur, hein. On aime bien se faire peur, surtout quand il n'y a pas de danger. Beaucoup de matériel dans ces conférences, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'accompagner, parce que c'est parce qu'on me pose les bonnes questions que me viennent les bonnes idées. Donc c'est vraiment un travail commun que nous faisons, et vous l'avez vu au cours de ces conférences, il y a des aspects dramatiques, mais aussi beaucoup de bonne humeur. Et ça, j'y tiens, c'est un petit peu ma marque de fabrique. En tout cas, là, j'ai pas envie de les commenter plus parce que je crois que vous avez déjà reçu beaucoup de matériel. Je vais vous amener de nouvelles vidéos, notamment de nouvelles émissions que j'ai fait avec Brigitte Lahaye.
Et puis d'autres thèmes très différents. Je vais sortir des pervers narcissiques pour aborder des thèmes qui me tiennent à cœur. En tout cas, si vous souhaitez être tenu au courant, alors il vous faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer une petite cloche à côté pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis si vous avez aimé donc ces vidéos que vous venez de regarder, mettez un pouce vers le haut, c'est bon pour la santé de, de YouTube. J'ai pas très bien compris, mais il paraît c'est bien de mettre des pouces, des likes vers le haut, ça incite YouTube à partager plus la vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt alors. Au revoir.